ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure, une lumière que nous allons braquer cette semaine sur un spécialiste des ténèbres, si je puis dire. J'ai nommé l'écrivain Jean-Christophe Granger, surnommé aussi le Stephen King français. Bonjour Jean-Christophe Granger. Est-ce que c'est un titre qui vous convient, ça, le Stephen King français? Vous qui êtes un maître du polar, du roman noir, vous avez une quinzaine de romans à votre actif, traduits dans une trentaine de langues. La moitié a été portée à l'écran. On se souvient bien sûr des très fameux Les Rivières pourpres et Le vol des cigognes, des best-sellers à l'écrit et aussi des cartons au box-office. Alors, Stephen King à la française? Écoutez, pas Français. tellement en fait. C'est pas un terme qui me convient parce que Stephen King il est avant tout connu pour des romans fantastiques, surnaturels. Et moi, je fais pas du tout dans le fantastique. Mais j'accepte le compliment parce que c'est quand même une étiquette plutôt flatteuse et qui a le mérite de parler à tout le monde. Et vous Donc, faites ça vous va, vous faites dans les tout va ténèbres. bien. Et justement, Ça, dans les ténèbres, on est d'accord. on va y revenir avec votre nouvel ouvrage. Vous revenez cette année avec Les Promises, un roman historique. C'est une première. Vous plongez dans l'Allemagne nazie donc du Troisième Reich. Les Promises, ce sont ces dames du Troisième Reich. Faites-nous un peu le pitch et pourquoi ce roman historique? C'est une nouveauté pour vous. Il y a plusieurs manières de raconter l'histoire. On peut partir des Promises, donc ces femmes qui ont monté un club dans l'hôtel Adlon, un hôtel très très connu à Berlin, un palace. Et elles font des après-midi, même pas littéraires, des après-midi de femmes. Elles boivent du champagne, elles écoutent leur gramophone et elles ont l'esprit, elles ont l'esprit très léger comparé à l'atmosphère de cette époque, parce que ça se passe vraiment à fin août 1939, c'est-à-dire quand l'Allemagne va envahir la Pologne. Il faut préciser que ce sont des femmes quand même de riches industriels qui travaillent à la gloire. Oui, même de dignitaires nazis. Voilà, donc elles sont les épouses de ces personnes très importantes dans le système nazi. Mais elles sont détachées de tout ça. Elles écoutent du jazz, elles boivent du champagne et elles ont l'air tout à fait indifférentes à tout ce qui se passe en toile de fond. Mais voilà, un tueur a choisi de les éliminer et on va retrouver l'une après l'autre les cadavres de ces femmes près du fleuve, près du lac, près de points d'eau. Oui, notamment. Parce que visiblement l'eau joue un rôle dans le rituel de ce tueur. Donc ça, c'est la partie, disons, victime. Et puis, en face, il va y avoir 3 enquêteurs un trio improbable, quand même. Qui n'ont pas du tout de lien au départ et que tout oppose d'une certaine façon. Il y a un très brillant psychanalyste qui est assez particulier, qui est un homme de petite taille, mais en même temps très très beau. Oui. Donc il plaît bien aux femmes, qui plaît même à ses patientes. Oui. Donc il a tendance à avoir des relations un peu intimes. Un gigolo. Alors, il a ce côté gigolo parce qu'il a toujours été ce petit bonhomme, danseur mondain, tout en étant un psychanalyste mondain. Et il finit par faire chanter donc ses patientes. Mais tout ça est bon enfant. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'enquêter à Berlin et de partir sur ce roman dans l'Allemagne nazie? Moi, et sur ces personnages-là? J'aime plonger mes personnages en dehors de leur enquête policière, qui est toujours très noire. J'aime les plonger dans un décor lui-même assez sombre, assez infernal. Donc évidemment, le nazisme, à la fin des années 30, c'est un paysage qui m'a toujours beaucoup tenté. Mais je reculais parce que pour moi, un roman historique, la montagne était trop haute. Hormis l'enquête que vous avez à mener sur les grandes lignes historiques, j'avais peur que le moindre détail me pose un problème. Vous savez, quand vous racontez une histoire en 1939, le type prend un stylo, vous vous demandez tout de suite, alors c'était un stylo plume, un stylo bille, ça existait, il met ses chaussures, alors c'est des semelles en caoutchouc, en crêpe, en quoi. Ouais. Tous les détails, et surtout les petits détails de la vie domestique, vous posent un problème. Alors, je renaclais, je reculais, je disais, je vais perdre un temps fou en recherche et je vais avoir beaucoup de mal à écrire ce livre. Finalement, je suis lancé. Comment avez-vous fait, justement? Alors, c'est toujours... dans mon travail, c'est toujours l'histoire qui prime. Donc, un jour, j'ai eu quand même l'idée de cette histoire qui s'adaptait parfaitement bien à cette époque. De ces promises et de ces 3 personnages. Qui était faite pour cette époque. Donc, si vous voulez, j'ai été poussé par mon histoire. Il y a le devoir de l'auteur,
face à son œuvre. Donc j'ai foncé et j'ai eu cette bonne surprise de découvrir que tout ce travail des petits détails, des petits éléments nourrissait mon histoire et enrichissait mon matériau littéraire. Et moi, j'aime beaucoup surprendre mes lecteurs, leur dire des petites choses comme ça qu'ils ne connaissent pas pour les étonner, pour les surprendre. Et là, en l'occurrence, tous ces petits détails liés à l'époque m'ont donné des occasions d'être surprenants. Donc j'ai été très, très content. Mais il y a une autre raison plus profonde, c'est que j'ai senti que c'était le moment pour moi de passer au roman historique parce que je suis assez fatigué de notre époque en tant que matériau de roman policier. Si vous voulez, notre époque, en réalité, est plus tellement romanesque. Une enquête policière, aujourd'hui, c'est d'un côté les scientifiques qui analysent les poils de moquette et de l'autre, des lieutenants de police qui passent leur vie derrière un ordinateur. On est loin de l'essence du roman policier qui est un type solitaire qui sonne aux portes, qui rencontre des gens, qui visite des milieux particuliers, qui fouille dans des archives en papier. Tout ça, c'est terminé. C'est dématérialisé, tout est dématérialisé. Et quasiment, les flics aujourd'hui peuvent faire leur enquête assis derrière leur ordinateur. Donc c'est quand même pas très passionnant, excusez-moi. Donc j'ai eu un ras-le-bol de cette époque comme ça, trop technologique, trop dématérialisée. Ça veut dire que ce ne sera pas le premier? Non. Et pas le dernier, c'est ça veut dire que j'ouvre une nouvelle ère. Granger change de peau. Non, mais vraiment, j'en avais marre. Et puis, moi-même, comme lecteur, comme spectateur, j'en peux plus de ces mecs en pyjama sur les scènes de crime. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, je suis content de retrouver des gens qui portent des chapeaux, qui, quand ils passent un coup de téléphone, c'est toute une histoire. Faut descendre chez la concierge. J'ai retrouvé le grain de la réalité, en fait, en retournant dans le passé. Et paradoxalement, ce retour dans le passé m'offre vraiment un champ nouveau, une nouvelle promesse de matériaux, de fiction. Et je me suis senti très à l'aise, en fait. Concrètement, vous travaillez comment? Vous vous levez tôt, vous voyagez beaucoup, vous documentez, vous écrivez? Alors là, il y a plusieurs questions. Alors, d'abord, pour ce qui est des Promises, je m'apprêtais à faire un voyage à Berlin, ce qui était un petit peu une erreur, parce que Berlin, aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec le Berlin de 1939, qui a été entièrement détruit par la guerre. Je crois. Et oui, je suis retourné là. Mais finalement, à l'époque, quand j'ai commencé, c'est-à-dire au mois de mars 2020, le confinement est arrivé. Donc j'ai dû annuler mon voyage, je me suis enfermé dans mon bureau avec ma documentation. Et bien m'en a pris parce qu'en fait, le Berlin dont je voulais parler, il était dans les livres, il n'était plus du tout dans la vraie vie. Donc grâce à cette documentation, grâce à des plans anciens, grâce à des cartes, j'ai pu reconstituer ce Berlin de 1939 et je me suis complètement immergé dans cette ville qui a disparu en réalité. Mais c'est le conseil que je donne à tous les apprentis écrivains qui voudraient faire des romans historiques. Il faut se méfier de la documentation et des recherches qui peuvent vous submerger, vous engloutir. Par exemple, je crois que c'est une erreur de vouloir faire d'abord sa recherche et ensuite son roman. Moi, j'avais mon histoire déjà. Quelle que soit l'époque, j'avais une histoire à raconter. Et j'ai commencé à l'écrire et au fur et à mesure, je piochais dans ma documentation ce dont j'avais besoin. Ce qui m'a évité de me perdre parce qu'en fait, quand je cherchais quelque chose, c'était quelque chose de très précis. C'était pour nourrir mon histoire. Mon histoire n'a pas été nourrie par le matériel historique. Le matériel historique m'a permis de raconter mon histoire. Je ne me suis pas du tout inspiré des événements historiques. Parfois, les écrivains qui écrivent un roman historique, ils font cette erreur grave de penser que alors avec les événements de l'histoire qui sont déjà surprenants, déjà un petit peu époustouflants, c'est bon, j'ai mon roman. Non. L'histoire, ça doit être une toile de fond. Vous devez avoir votre histoire à vous, qui vous est singulière, qui est celle de votre roman. Et là, c'était une mise en perspective, parce que j'avais cette enquête policière, déjà très particulière, et en toile de fond, j'avais le nazisme, qui c'est vrai, a été une période pas spéciale, délirante. Quand on se plonge aujourd'hui dans le nazisme, on dit mais comment ça a été possible? Je ne parle même pas des massacres, je parle des idées qu'ils avaient, de l'organisation, ils voulaient se mêler de tout, c'était vraiment un monde à part et un monde délirant.
vous disiez que vous étiez très précis. Vous l'êtes aussi dans la description des modes opératoires, des crimes, des meurtres. Il y a quand même des scènes de torture assez abominables. Est-ce que, j'ai lu que votre fille était étudiante en médecine, est-ce qu'elle vous donne des conseils? Parce que c'est quand même parfois Alors, très sanglant. avant, j'avais toujours quelques médecins dans ma poche. Oui, Pour avoir des renseignements anatomiques, physiologiques et autres. Et maintenant, j'ai ma fille. oui, Alors, de temps en temps, je lui demande, alors écoute, là, Mathilde. quand on brise un membre, comment que ça se passe? Qu'est-ce qu'on brise exactement et tout ça? Et alors, elle est gentille, elle prend du temps. Donc, c'est Et votre avec conseil. ses copines étudiantes, elles me font des petits dossiers. C'était le cas pour les autres romans? Non, Ou avant, j'avais des petits médecins dans ma poche. Donc c'est effectivement le premier. Le premier, donc, le j'ai premier senti livre où ma une fille touche féminine, est ma, si je puis dire. est Mais ma bon, conseillère scientifique. d'accord. Alors, d'autres actualités, il y a aussi l'audiovisuel, avec le commencement du tournage d'une nouvelle série écrite pour TF1, avec Marc Lavoine et Barbara Schulz. I3P, c'est l'acronyme de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Alors là, De Paris. Depuis le longtemps, pitch de votre série, il alors. existe un centre à Paris Oui, qui est un centre pas du tout à Sainte-Anne, en fait à côté, oui, c'est à côté, mais oui. qui est distinct administrativement et qui est chapeauté par la police. Donc ce centre, c'est un lieu, une unité psychiatrique où on envoie toutes les personnes qui causent du trouble sur la voie publique, les clochards qui hurlent, des gens qui sont pris d'une crise d'angoisse ou d'amnésie dans le métro. Ces gens-là, on ne les envoie pas à Sainte-Anne, on ne les envoie pas dans un commissariat, on les envoie à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Paris, que les policiers appellent entre eux l'I3P. Et j'ai eu l'idée donc d'écrire une série qui se passe à l'I3P et dont le chef psychiatre, aidé par ses assistants, enfin d'autres médecins, disons, va mener l'enquête parce qu'à chaque fois, on leur amène un patient étrange qui soit raconte quelque chose qui désigne un crime, soit semble lié lui-même à un mystère qui se déroule à Paris. Et donc, ma petite bande de psychiatres va mener l'enquête, toujours finalement en avance sur la police, parce que la police ne croit pas à ces témoignages qui sont des témoignages de malades mentaux ou de gens incohérents. Donc c'est ça que j'aimais dans cette idée, c'était que l'enquête est menée par un psychiatre. Encore une fois, j'en ai soupé de la police scientifique et des lieutenants de police derrière Internet. Donc là, justement, je retrouve un grain très réel, c'est-à-dire c'est des psychiatres qui s'occupent de l'âme des gens. C'est l'âme des gens qui compte. C'est ce qui compte dans un roman policier. Vous savez, on m'a parfois reproché de faire des longues scènes d'autopsie, de m'attarder sur les mutilations qu'ont subi mes victimes, mais parce que c'est l'essence du roman policier, la plongée dans la folie d'un tueur. Alors, l'autopsie, par exemple, c'est la carte géographique de sa folie. Pourquoi il a fait ça? Et on remonte ces lieux géographiques jusqu'à arriver à la source, c'est-à-dire son cerveau. Et derrière le cerveau, ça c'est mon dada personnel, il y a toujours un traumatisme. Donc moi, ce qui m'intéresse dans le roman policier, si vous voulez, c'est pas de découvrir des gangsters, c'est pas de découvrir des crimes passionnels, c'est de découvrir pourquoi un tueur tue, pourquoi il est frappé de cette folie particulière. Et là, évidemment, avec ces psychiatres, on parle toujours de la folie, on parle toujours des méandres du cerveau humain. C'est ça qui m'intéresse. Alors justement, on va essayer de plonger dans les méandres de votre cerveau, peut-être. Avec cette deuxième partie d'émission de Lumière intérieure, je vais m'éclipser, sans mauvais jeu de mots. Vous allez rester seul là. Et je vais vous proposer 4 mots. À vous de nous les commenter, de nous les éclairer. D'accord, ok. Ça vous va? Pas de problème. À tout à l'heure. Jean-Christophe Granger, vous êtes bien? Je suis bien, j'attends mon mot. Alors, le premier mot que je vous propose, c'est monde. Monde, d'accord. Vous êtes un grand voyageur. Alors, le monde, en fait, pour moi, le monde a commencé quand j'avais seulement 28-29 ans. Bizarrement, auparavant, j'étais un intellectuel sédentaire, un type qui pensait que
tout était dans la lecture, tout était dans les livres, et que ce n'était pas la peine de voyager. En fait, les sensations étaient plus fines, plus ciselées quand elles vous venaient des livres. Et puis les aléas de la vie professionnelle, quand j'ai eu fini ma maîtrise de lettres, j'ai fait un peu de publicité, et puis après j'ai fait un peu de freelance, j'écrivais un peu comme ci, comme ça. J'ai eu la chance de rencontrer un photographe de guerre qui a accepté de former une équipe avec moi, journaliste, photographe, et qui m'a proposé donc de commencer des séries de reportages aux quatre coins du monde sur des sujets assez extrêmes, des sujets vraiment perdus aux quatre coins de la Terre, dans des régions très difficiles, très sauvages. Et du jour au lendemain, je suis devenu un globe-trotter, comme on disait avant. Alors rappelez-nous un peu là où vous êtes allé. Alors, au début, ce photographe qui s'appelle toujours Pierre Perrin m'a proposé de faire une série de reportages. Le but était de les vendre ensuite aux grands magazines français, mais aussi américains, européens. Un grand reportage, une série de sujets sur les derniers nomades dans le monde. Donc j'ai fait des recherches sur les derniers peuples nomades qui se déplaçaient encore, et nous avons établi une liste comme ça de 6 peuples. Et donc tout d'un coup, nous avons été propulsés à la frontière thaïlandaise et birmane, avec des nomades de la mer. Ensuite, nous avons été au pôle Nord, voir des Esquimaux qui migraient encore sur la glace, sur la banquise. Ensuite, nous avons été au fond vraiment de l'Afrique, de la forêt centrafricaine, voir les pygmées. Ensuite, on a été aux confins de la Mongolie, vivre avec un petit peuple éleveur de rennes, qui n'était pas vraiment mongol, mais qui était tourcon-mongol. Et puis ensuite, on a été dans le désert avec les Touaregs. Et enfin, on a fini notre série avec les Tziganes dans les pays de l'Est. Donc, je me souviens très bien, moi j'avais 29 ans, je sortais des bibliothèques, je sortais des agences de publicité, et tout d'un coup, j'ai vécu avec ces peuples, j'ai vécu une vie vraiment d'aventurier, de reporter de terrain, et ça a bouleversé ma vie, ça a bouleversé ma conscience. Quel a été le pays et le peuple qui vous a le plus touché ? Alors touché... vous marquez ? Disons que, évidemment, le monde le plus différent que j'ai découvert au fil de ces reportages, c'est quand même le monde des pygmées qui vivent dans la jungle. Oui, vraiment la forêt tropicale profonde. Il avait fallu déjà marcher une semaine à pied pour les trouver. C'est des forêts où il n'y a plus de route, à peine des sentiers. Et là, on est resté un mois avec ce peuple. Ça a été une expérience, oui, comment vous dire, comme on dit maintenant, qui vous décolle la tête. Parce que toutes les valeurs, tous les repères que vous avez sont d'un coup effacés. Et vous vivez avec un peuple qui fait corps avec la forêt. Et vous-même, vous commencez à, comment dirais-je, à vous adapter, à devenir un petit peu la forêt. Ça a été une impression, une empreinte très très forte dans ma vie. J'ai aussi lu que vous aviez eu une expérience quasi mystique en Mongolie, dans les steppes mongoles. Écoutez, honnêtement, l'expérience mystique, elle était partout. Parce que quand on découvre la nature, la vraie nature sauvage, parce qu'évidemment ces nomades, inutile de vous dire qu'ils arpentaient des régions très très reculées, où il n'y avait absolument aucune trace de civilisation. Là, pour un esprit spirituel comme moi, il y a matière à expérience mystique, oui, il y a matière à communion, à rencontre, avec un grain particulier, un grain, le grain de la nature, mais quelque chose auquel vous n'êtes plus jamais confronté, comment dirais-je, dans la vie citadine, ou même à la campagne, ou même à la mer, vous voyez, vous êtes pétri de civilisation. Tous ces voyages ont nourri vos romans, on le voit à travers votre œuvre. Vous avez aussi une connexion particulière avec le Japon. Vous parlez japonais, votre épouse est japonaise ? Alors, aussi à votre roman, le Japon, je l'ai découvert pendant mes reportages. À différentes reprises, on est allé au Japon. Et je vais bientôt publier justement un livre sur Tokyo, Tokyo la nuit. Et je raconte cette expérience qu'à l'époque, bon, j'étais comme tous les intellectuels, alors j'avais certaines connaissances sur le Japon, une vision qui était très orientée sur le côté sophistiqué du Japon, le côté raffiné, le côté
abstrait de cette culture qui est magnifique. Mais évidemment, comparé aux Pygmées, comparé aux Mongols, comparé aux Touaregs, bon, le Japon faisait un petit peu pâle figure. Et puis, plus tard, beaucoup plus tard dans ma vie, j'ai rencontré ma femme qui m'a, comment dirais-je, remis sur la route du Japon. Et là, cette fois-ci, je me suis plongé à fond dans la culture, d'abord par les livres et ensuite par les voyages, parce que quand vous êtes, comment dirais-je, uni à une japonaise, vous allez tous les ans voir la belle famille, etc. Et j'ai décidé, oui, d'apprendre la langue pour mieux comprendre cette culture et mieux comprendre surtout les Japonais là-bas. Et maintenant, on peut dire que c'est mon deuxième pays. En période de non-confinement, j'y passe au moins un tiers de l'année. Bon, malheureusement, et c'est ma grande tristesse, là, depuis presque 2 ans, j'ai pas pu mettre les pieds au Japon. Mais c'est un pays dont je pourrais vous parler pendant des heures, qui est un vrai paradis. Alors, on a cette image des Japonais qui travaillent trop, qui meurent au travail, cette image de fourmilière, de stations de métro bondées. Tout ça est vrai, mais pour un étranger, c'est un pays d'une douceur, d'une propreté, d'une politesse, d'une joie, d'une amabilité inouïe, insoupçonnable en France. Alors là, je peux vous dire, vous prenez la France, vous imaginez le contraire, et vous aurez le Japon. Bon, je vous propose notre deuxième mot. Allons. Père. Oh là, c'est un piège. Alors écoutez, la figure du père, pour moi, c'est un grand sujet, pour la bonne raison que je n'ai pas eu de père. Je n'ai pas eu de père parce que mon père, d'après ce qu'on m'a dit, moi je ne l'ai jamais rencontré, souffrait de troubles mentaux qui faisaient qu'il était assez dangereux, souvent interné, et que à ma naissance, ma mère a divorcé dans des conditions très difficiles et même terrifiantes. En réalité, dans tous mes livres, je parle du père, je parle du problème des origines, du problème des mauvaises origines, c'est-à-dire de ce qui peut vous marquer à jamais, parce que justement la figure du mal, la figure du diable dans mes livres, c'est toujours justement le géniteur, le père. Donc moi j'ai vécu comme ça entre ma mère et ma grand-mère, où le père était un sujet tabou, et où évidemment, à mon insu, cette figure a pris une importance énorme. Mais par son absence, c'est assez paradoxal, c'était une absence très présente et qui, évidemment, ne m'a pas déséquilibré quand j'étais enfant, pas du tout, j'ai eu une enfance très heureuse, mais qui a nourri ma face cachée, c'est-à-dire mon imaginaire, mes rêves. J'étais vraiment marqué par la peur et tout naturellement, une fois que j'ai écrit des choses qui faisaient peur, j'ai écrit des choses qui parlaient du père, j'ai écrit des choses qui reliaient, si vous voulez, le problème des origines à une sorte de terreur ténébreuse et confuse comme ça, qui est mon histoire, mais quasiment inconsciente. Donc pour vous, le père, ce serait plutôt le diable. Le père aussi, pour nous, c'est aussi le Seigneur. Quel est votre rapport à la religion ? Là, on parle de tout à fait autre chose. Le père, du point de vue spirituel, du point de vue de la foi, moi j'ai reçu une éducation catholique, j'ai été au catéchisme. Je pense que comme tous les enfants, c'est une éducation qui m'a énormément marqué, et même marqué à jamais. C'est-à-dire que pour moi, vous savez, ça paraît incroyable, aujourd'hui j'ai 60 ans, mais malgré moi, ma première pensée réflexe quand on me parle du Père, c'est-à-dire de Dieu, du Seigneur, des images de grands monsieur barbus dans les nuages me reviennent, si vous voulez. Ce sont des images qui comment dire, nourrissent les livres de catéchisme, en tout cas à mon époque, et qui vous marquent à jamais, parce que finalement, à l'époque de votre tendre enfance, vous avez finalement des questions, mais des questions assez confuses, et on vous donne ces réponses-là. Et quand vous êtes enfant, vous ne vous posez pas de questions au sens de vous n'avez aucun doute, on vous explique ça, il n'y a pas de problème, ça sera votre réponse, et finalement pour toujours. Après, évidemment, pendant mon adolescence, pendant ma jeunesse,
j'ai totalement bifurqué. Vous savez, quand vous commencez à découvrir, par exemple, le marxisme, la religion et l'opium du peuple, etc., ça vous semble être des vérités alors extraordinaires, en effet, d'un point de vue société, d'un point de vue psychologique. C'est séduisant de dire ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, mais l'homme qui a créé Dieu. Toutes ces phrases, ça a beaucoup résonné en moi quand j'avais 15, 16, 17, 18 ans. Et puis, peu à peu, je suis revenu, au contraire, à mon bon vieux catéchisme qui m'a semblé être, comment dire, une réponse profonde et universelle à toutes les questions que, en règle générale, personne ne se pose. Vous êtes redevenu un catholique pratiquant? J'ai une grande attirance par le fait religieux et puis par cette forme de paix spirituelle que ça implique. Et je ne dirais pas du tout que je suis redevenu un catholique pratiquant, mais j'ai cette foi en moi qui est quelque chose d'intime, qui est quelque chose qui n'a pas réellement besoin de messe, d'église, de parler à des représentants de cette foi. Pas vraiment. Mais pourtant, alors, de temps en temps, je vais à l'église avec mes enfants parce que je tiens, comme mon propre chemin, à leur donner ces réponses-là. Et puis après, ils en feront ce qu'ils voudront. Mais et il est évident qu'ayant un père comme moi, ils sont quand même sur ce versant-là. C'est-à-dire que, pour toutes ces questions très hautes, très vastes, ils ont leur père qui leur désigne quand même plutôt les réponses chrétiennes, ça c'est sûr. Comment expliquer quand même cette ambivalence, cette ambiguïté que vous portez, que l'on lit dans vos romans? Des romans qui parlent du mal, qui sont parfois démoniaques, et puis cette quête de salvation, cette quête du bien. En réalité, il y a souvent un malentendu au sujet de mes livres, parce que comme mes livres parlent beaucoup de violence, ça tarde longuement sur la cruauté humaine, sur la mort, sur les meurtriers. On pense qu'il y a une sorte de complaisance et que c'est quelque chose que j'aime. Mais je vais vous dire une banalité, un truisme, mais qu'il faut vraiment répéter souvent. Vous n'écrivez pas sur ce que vous aimez, vous écrivez sur ce que vous n'aimez pas, vous écrivez toujours sur ce qui vous pose un problème. Vous voyez, l'écriture, c'est une catharsis, c'est même un exorcisme. Vous écrivez toujours sur ce qui vous fait peur profondément. C'est ça qui écrit en vous, si vous voulez. L'écriture est une réponse. L'écriture est une réponse à une question qui est souvent effrayante. Par exemple, moi, j'ai eu la chance d'avoir vraiment un bonheur familial, d'avoir des enfants, d'avoir une vie harmonieuse de ce côté-là. Il ne me viendrait jamais à l'esprit d'écrire un livre tortueux sur l'amour, tortueux sur les relations de couple, parce que je n'ai pas de problème de ce côté-là. En revanche, sur la violence humaine, que j'ai découvert quand j'étais enfant et qui a été quelque chose que je n'ai jamais pu digérer, jamais pu accepter, qui est resté toujours une question, mais une question dans le sens de blessure, quelque chose d'ouvert et qui n'arrive pas à cicatriser, eh bien oui, là, à ce moment-là, je peux vous promettre une chose, vous écrivez sur cette question-là. Alors, il y a ce malentendu, ce quiproquo de dire « Ah oui, Granger, il aime la violence, il écrit sur la violence. » Mais les amis, c'est tout à fait le contraire. Quand on écrit sur la violence, c'est que c'est le problème majeur de votre vie. Et il n'y a pas d'antagonisme, si vous voulez, entre ma foi, entre guillemets, et même mon optimisme, ma foi en l'homme, parce que moi, je persiste à dire que l'homme, fondamentalement et majoritairement, est bon, mais justement, vous écrivez toujours sur le problème, sur cette mauvaise partie de l'homme. L'homme est peut-être naturellement bon, comme dirait Rousseau. Je vous propose le troisième mot, on tend vers la bonté, et la pureté, c'est le troisième mot. Alors peut-être à cause ou grâce à ma religion catholique et mon éducation chrétienne, qui a été toujours au cœur de ma vie. C'est une notion qui me séduit, qui m'attire, Alors évidemment, j'ai la vie normale d'un Parisien, vous voyez, avec, comment dirais-je, chaque jour beaucoup de compromis dans sa vie par rapport à une idée de pureté spirituelle ou de pureté du point de vue du bien, ce genre de choses. Bon, évidemment, la vie est faite d'impureté.
Ce ne sont que des impuretés. Mais ce rêve de pureté reste toujours, et c'est d'ailleurs pourquoi je pense je suis tellement attiré par le Japon. Le Japon a cet immense talent de vous plonger dans la pureté. C'est-à-dire quand vous vous promenez dans la campagne japonaise, les paysages évoquent tout de suite une sorte de pureté. Pas une pureté de début du monde, une pureté, une espèce de légèreté extrême, une espèce d'abstraction, les arbres, les pins, tout ça est quelque chose qui semble presque immatériel. Et puis alors évidemment leur architecture, enfin dès que vous pénétrer dans un temple. Alors, il faut savoir qu'au Japon, il y a deux religions. Il y a la religion bouddhiste, donc il y a les temples, et puis la religion shintoïste, où là, on parle plutôt de sanctuaire, de shrine en anglais. Et de toute façon, ces lieux sont toujours très, 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 comment dirais-je, purs et évoquent un cheminement vers l'absolu. Alors, ma femme est toujours très en colère quand on parle de zen, parce que ce mot zen est passé dans le langage courant français. Et alors, dès que vous avez un loft un petit peu pas trop meublé dans Elle Déco, vous dites « Ah, c'est zen ». Et elle est très en colère contre ça, parce que la pratique zen est au contraire une pratique très difficile, qui peut s'apparenter d'ailleurs au cheminement de certaines écoles monastiques, très, très dures, très difficiles, et qui repose sur cette idée que pour atteindre la pureté, alors après, on peut parler du bouddhisme et puis de cette espèce de volonté d'échapper justement à la gangue humaine et à la gangue des passions, mais il y a toujours cette aspiration vers une pureté, vers un niveau supérieur où, comment dirais-je, on aurait quitté tout à fait les passions humaines. Alors moi, évidemment, à une époque, j'ai été attiré par le bouddhisme et évidemment à cause de comment dirais-je, mon goût naturel pour l'Asie. Mais je dois avouer que le bouddhisme, finalement, sans jeu de mots, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Parce que le bouddhisme aspire à l'absence de passion et à une forme quand même d'indifférence par rapport au chaos de la vie. Et la religion chrétienne, c'est le contraire. Si vous voulez, il suffit de regarder Bouddha, qui est un être paisible et, entre guillemets, amorphe, en éveil, mais amorphe, et le Christ, qui est torturé, martyrisé, qui est, d'ailleurs on dit la passion du Christ. C'est vraiment le symbole des passions humaines. Et moi, je dois dire que quand même mon camp, c'est les passions humaines. Et je pense honnêtement, profondément, que ce qui nous tient debout, c'est les passions humaines. Je ne me vois pas m'éloigner de la vie au point de m'écarter de tout comme ça. C'est pas possible. En tout cas, la pureté est difficile à obtenir. On sent dans vos livres que vous cherchez à laver, à purifier vos protagonistes, peut-être du péché originel. Vous parlez du Christ. J'aime le Christ car il nous sauve du mal, ai-je lu. Est-ce une figure centrale pour vous ? Alors là, vous voyez, vous évoquez un thème, un sujet... Là, il nous faudrait plusieurs jours. Non, là, c'est moi qui ai écrit ça, le Christ nous sauve du mal. Oui, en Eh psychologie. Le Christ est révolutionnaire, avez-vous dit également. Ah oui, alors ça, c'est vraiment ce que je pense. Moi, il y a une chose que j'aime, toute foi mise à part, toute... comment dirais-je, spiritualité mise à part, l'aspect philosophique de la religion chrétienne, enfin, du message du Christ, m'a toujours subjugué, étonné et passionné. La religion chrétienne, on ne le dit pas assez, mais vous prend toujours par surprise. Vous a toujours un pas d'avance sur ce que vous pourriez penser et éprouver. Et c'est un message, c'est une philosophie qui est extraordinaire. À prendre vraiment comme système de pensée et comme attitude dans la vie. C'est quelque chose que je pourrais vous citer un exemple. Par exemple, et c'est un petit peu ce qui se passe dans mes livres, facilement, le message chrétien est ce sont les méchants, ce sont les plus vilains qui ont besoin qu'on prie le plus pour eux. Ce qui semble être une totale contradiction, parce que les méchants, il faut les punir, il faut les châtier. On ne va pas perdre du temps à prier pour ces vilaines figures. Eh bien, c'est tout le contraire. C'est toute la magie et la beauté de la religion chrétienne et de cette philosophie qui est de dire non, les méchants, justement, ce sont eux qui ont le plus besoin de prière. Et c'est à nous, finalement,
les gens qui partagent la religion chrétienne, de toujours nous pencher sur ceux qui en sont le plus loin, si vous voulez. C'est ça que j'aime dans le christianisme, c'est cette générosité, cette profonde empathie, même avec les plus cruels, même avec les plus violents. Ça, c'est une religion qui est extraordinaire pour ça. Et il ne me vient pas d'autre exemple d'une telle générosité, si vous voulez, dans le paysage des pensées, dans le paysage des philosophies ou des religions. Quelle est votre vision de l'humanité ? Pensez-vous qu'elle est toujours de plus en plus corrompue ? Je ne pense pas qu'on puisse juger de l'humanité quand on est humain. Ça paraît paradoxal, mais il faudrait prendre un tel recul que ça me semble impossible. Et surtout, je ne pense pas du tout que ça va de mal en pis. Et les gens qui sont des Cassandres et qui se plaignent toujours et qui prétendent que l'époque est de pire en pire, mais c'est des gens qui sont nuls en histoire. L'histoire nous montre qu'au contraire, l'humanité va de mieux en mieux, elle est de plus en plus en bonne santé, elle est de moins en moins violente, il faut bien... Mais même si vous comparez dans les années 70, il y avait la guerre partout sur la Terre, c'est plus du tout le cas. Donc il faut quand même se méfier de ces grands jugements à l'emporte-pièce comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a sous l'humanité, c'est-à-dire, entre guillemets, la psyché, l'esprit humain. Ça m'a toujours beaucoup intéressé et c'est pour ça que j'ai toujours été fasciné, captivé par la psychanalyse. Je tiens Freud, moi, pour vraiment un des génies du XXe siècle, un pur génie, un type comme Einstein, qui a découvert quelque chose, un secret de l'âme humaine, et qui fonctionne. Vous voyez, c'est comme E égale MC2. Les pensées de Freud, vous pouvez toujours les appeler à l'aide dans votre vie, et elles fonctionnent toujours, elles s'appliquent vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il disait, Freud ? Il disait qu'il y avait le bien et le mal, Eros et Thanatos. Mais il disait une chose, il me semble, je ne suis pas spécialiste, mais c'est une idée que j'ai toujours gardée pour, entre guillemets, expliquer le mal, la présence du mal sur Terre. Il avait cette idée que le mal découle tout de même toujours d'une frustration, d'une forme d'amertume du cœur qui est liée quand même au manque d'amour. Alors ça paraît vraiment cucul à praline, mais j'ai quand même cette idée que le mal, et ça c'est une chose qui est démontrée tout de même par les tueurs en série, le seul point commun que les tueurs en série partagent, c'est une enfance difficile, un manque d'amour, quelque chose qui n'est pas passé. À des degrés divers, si vous voulez. Après, il y a la sensibilité humaine. Un enfant qui pensera manquer d'amour pourra être beaucoup plus traumatisé qu'un enfant violé qui, lui, réussira à dépasser ça et trouver un équilibre. Ça, c'est la sensibilité humaine. Mais tout de même, chez les tueurs en série, on trouve ce point commun d'une enfance difficile. Et moi, c'est pour ça que je prends tant soin de mes enfants. Je pense que le secret de la vie, le secret de l'humanité, il est dans l'enfance, il est dans l'amour qu'on peut donner aux enfants. Merci, on a beaucoup parlé de l'âme humaine, de l'humanité. On va s'élever un petit peu pour ce dernier mot, qui est ciel. Ah, le ciel, alors vous savez, le ciel, comment dire, le ciel, il a bon dos, le ciel, parce que alors c'est tellement immense, c'est tellement inaccessible que, bon, on lui prête un peu tout. Et je dois avouer, moi-même, j'ai un enfant de 6 ans, quand il me demande, comme tous les enfants, « Ah, bah alors, telle personne est morte, alors elle est où maintenant ?» Je réponds « Au ciel ». Donc évidemment, à 60 ans, on y croit sans y croire. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire que chaque personne décédée est propulsée comme ça en fusée vers le ciel. Mais le ciel, ça va au-delà. C'est le cosmos, c'est l'univers. Et c'est la grande question, finalement, de Dieu. Moi, je ne parle jamais de foi, de religion, de spiritualité avec les personnes. Parce que je considère que c'est quelque chose c'est pas un sujet de discussion, c'est quelque chose que vous avez en vous ou que vous n'avez pas. Si vous voulez, quelqu'un qui n'est pas croyant, quelqu'un qui est athée. Et alors souvent, les personnes athées, alors eux, si vous me passez l'expression, ont justement la grande gueule. Ils adorent expliquer qu'ils sont athées, ils adorent expliquer que les gens qui éprouvent une foi sont un peu des maillons faibles, si vous voulez, de l'humanité. Ce qui est absolument grotesque. Moi, je refuse de parler avec ces gens-là, parce que pour moi, ce sont un peu comme comment vous dire, des personnes atrophiées, des personnes handicapées. C'est comme une personne qui vous dirait j'aime pas la musique. Bon ben, j'aime pas la musique, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? Tant pis pour toi, voilà. La foi, c'est pareil. Les gens athées, tant pis pour vous, c'est pas grave. Le ciel, il est là.
c'est un mystère. Et si vous voulez, c'est le mystère du mystère. C'est-à-dire que les personnes qui vous expliquent que ah oui, oui, non, mais c'est un mystère. Non, non, c'est pas un mystère, c'est un hasard. Mais c'est un hasard, qui dit hasard dit autre chose derrière. Enfin, vous voyez, il y a toujours quelque chose. Il y a un et vous, ciel derrière le ciel, derrière le ciel, derrière le ciel. Et vous, quel est votre ciel? Est-ce que vous croyez au ciel? Vous parlez beaucoup de mort dans vos romans. Comment l'appréhendez-vous, cette mort? Et quel serait l'après? Alors moi, comment dirais-je, j'ai depuis pas mal de temps cette idée, bon, assez banale si vous voulez, mais que chaque religion est tout de même une métaphore de la même chose, de cette possibilité d'élévation de l'âme humaine qui quand même consisterait à rejoindre un degré supérieur qui est entre guillemets la cause de tout, l'explication de tout. Oui, moi j'envisage la mort non pas comme une question, mais plutôt comme une réponse, si vous voulez, plutôt comme le moment où on rejoint le mystère, c'est-à-dire un mystère qui est tellement supérieur, tellement vaste que d'une certaine façon, l'esprit humain ne peut pas l'envisager. D'ailleurs, c'est très intéressant la mort, parce que vous voyez que, comment dire, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, moi, qui me fascine, c'est les enterrements. Alors les enterrements, c'est un moment de la vie où vous êtes confronté à la mort. Mais vous vous apercevez que, évidemment, la mort, ça veut dire la fin d'une personne, ça veut dire l'absence d'une personne. Mais au fond, l'être vivant ne peut pas concevoir la mort. C'est extérieur à son ADN, comme on dit maintenant. Et j'en veux pour preuve, et ça m'a toujours fasciné, qu'après un enterrement, bon, bah, on fait un pot, on réunit les gens, et puis finalement, bah, tout le monde se met à remanger, se met à reboire, et ça y est, la mort entre guillemets, a été zappée, parce que la mort est totalement étrangère à la vie. C'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir. Parfois, moi, j'ai des troubles, des angoisses profondes concernant la mort, et la vie vient, comme une mer, balayer ça. Vous voyez, parce que le mouvement de la vie est là pour justement balayer en permanence la mort. La mort est inconcevable, en fait. Et ça, j'aime beaucoup ça, et c'est, pour moi, un des messages divins, c'est-à-dire cette logique de la vie qui veut que justement on ne s'embarrasse pas le temps du passage sur Terre avec une question si négative qu'elle serait la négation de la vie. On est vivant, on ne peut pas nier la vie au point de penser la mort. Donc tout ça est... Je suis un optimiste, hein, mais c'est quelque chose qui me semble cohérent et oui, optimiste. C'est-à-dire qu'on aura la réponse plus tard et elle aura sans doute un lien avec le ciel. Ouais. Dans vos romans, toujours, vous évoquez beaucoup la justice des hommes, finalement. Y a-t-il une justice de Dieu pour vous? Alors, tout à l'heure, je vous parlais justement du pardon, de la prière pour les plus méchants. Ça, c'est quelque chose qui me parle, beaucoup plus que des châtiments. Alors, vous savez, honnêtement, même le plus religieux des religieux, finalement, dans son intimité profonde, il fait sa cuisine personnelle. C'est-à-dire, il a ses idées, il a ses opinions, ses convictions profondes. Et bon, il fait une petite construction qui lui permet de vivre et puis qui lui permet de, entre guillemets, concevoir le mystère de l'univers et d'avancer comme ça. Alors moi, j'ai toujours eu cette idée que tout était écrit, que le Seigneur, évidemment, avait tout prévu, dirigeait tout, mais qu'en même temps, il y avait tout de même toujours, et ça, je ne suis pas le premier à le dire, hein, tous les grands penseurs religieux, le Saint-Augustin et autres l'ont dit, il y a une sorte de marge de manœuvre chez l'homme qui lui permet justement de faire le bien ou le mal. Et c'est là où justement il va pouvoir exprimer sa religion. Parce que si tout était écrit et si tout était religieux, alors l'homme n'aurait pas d'occasion d'exprimer, de se comporter comme un être religieux. Donc il y a ça, il y a cette marge de manœuvre, vous pouvez faire le bien ou le mal. Alors quand vous faites le mal, évidemment, c'est inacceptable, c'est inconcevable, c'est même épouvantable. Mais je ne sais pas comment vous expliquer. Moi, j'ai mon explication psychanalytique, donc ce défaut d'amour qui
qui a vicié le modèle, si vous voulez. L'homme méchant, c'est une sorte de mauvais numéro de série, vous voyez. Mais après, oui, est-ce qu'il faut le châtier, lui pardonner? Moi, quand même, je suis du côté, et c'est ce que dit la religion. Bizarrement, la religion chrétienne comment dirais-je, a toujours véhiculé cette idée de jugement dernier, cette idée d'enfer, de balance des âmes, oui, d'un moment où il va falloir régler ses comptes. Mais en même temps, il y a quand même une immense miséricorde, si vous voulez, dans la religion chrétienne, qui fait que, à mon avis, même les pires seront... je ne veux pas dire pardonner, je ne vais pas prendre les décisions à la place d'autres, mais quand même comprises et envisagées. Je vous renvoie d'ailleurs à ce qui est dit en 4e de couverture des Promises, le mal n'est pas toujours là où on l'attend. Écoutez, en tout cas dans mes livres, et c'est pas une excuse, attention, mais mes méchants sont toujours punis, c'est-à-dire qu'en général ils meurent, mais on découvre toujours un traumatisme souterrain dans leur existence, qui est une forme, pas d'excuse, mais qui est une forme d'explication à tout le mal qu'ils ont fait dans mon livre. Donc je dirais que mes livres, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont doublement optimistes. D'une part, ils sont optimistes parce que c'est toujours le bien qui gagne, donc ça c'est le côté chevalier qui gagne contre le dragon, mais il y a un optimisme plus profond qui est de dire, finalement, l'être le plus noir de ce livre, lui-même a eu quelque chose qui lui est arrivé, qui l'a rendu noir. Donc c'est quand même cette idée optimiste de dire, au départ, à l'origine, l'homme n'est pas mauvais. Bien sûr. Merci beaucoup. Je reviens auprès de vous. À tout de suite. Jean-Christophe Granger, comment avez-vous vécu cette expérience? Est-elle plus proche du confessionnal ou du divan du docteur Freud? Eh bien, écoutez, c'est, je dirais, bien à mi-chemin. Bien à mi-chemin du divan et du confessionnal. Pas mal du tout. Pas mal du tout. La psychanalyse, c'est aussi le rêve. Ça aussi, les rêves que vous avez faits vous ont nourri c'est aussi. C'est mon dada, le rêve. Ouais. Je suis fasciné par cette cauchemar, activité du cerveau. C'est un thème que je développe pas mal d'ailleurs dans les Promises et qui m'intéresse à plein d'égards, parce que d'abord, évidemment, qu'est-ce que ça signifie, d'où ça vient, pourquoi on rêve, mais aussi... comment dirais-je, moi je fais que des cauchemars quasiment, donc c'est simple. Et vous écrivez. C'est souvent des cauchemars à base d'humiliation, de rejet, d'impuissance. Ça revient toujours, ces thèmes-là. Et il me semble évident, après, je ne suis pas du tout un spécialiste des rêves, mais que c'est quand même une ardoise qu'on règle pendant le sommeil, au moment où notre conscience se détend. Il y a des choses comme ça qui remontent. Et je suis frappé de voir à quel point c'est souvent des angoisses que vous avez cru maîtriser ou contrôler à un moment de votre vie. Par exemple, les angoisses liées aux examens, quand vous êtes au lycée, à la fac. Et c'est des angoisses qui sont passées qui étaient assez insignifiantes quand vous les avez vécues. Et 40 ans après, elles rejaillissent dans les rêves, en bien plus malsaine et horrible. Donc ça m'intéresse parce que j'ai l'impression qu'on a un petit grenier dans son cerveau qui garde tous ces petits traumatismes, ces petits chocs, ces petits malaises. Elles sont toujours là, ces angoisses, ces traumatismes, oui, ils sont toujours là, toujours, même malgré toujours. ces 10 années de cure. Ah oui, ça, moi, alors, c'est là où je ne suis pas trop freudien. Freud, alors, avait vraiment la manie de tout ramener au sexe, toujours. Et moi, il me semble, par exemple, que dans les rêves, il y a une grande part des rêves qui sont liés aux vexations, aux humiliations, aux relations sociales. Mais pas sexuelles, aux relations sociales plutôt sentimentales, c'est-à-dire le rejet, l'abandon, le fait qu'on va échouer quelque part, que ça va être terrible, qu'on va être au banc comme ça du groupe. Ça, c'est, en tout cas, dans mes cauchemars, c'est ça qui ressort beaucoup. Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui ? Alors, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est assez intéressant parce qu'on peut dire que je suis au sommet de ma gloire. Eh bien, c'est de tomber de mon piédestal. Alors, vous savez, l'acmé, la chute. toute la vie, vous voulez gravir, alors vous gravissez, vous êtes content, vous gravissez. Eh bien, en même temps que vous gravissez, vous avez toujours peur de retomber.
Alors, c'est bien et c'est pas bien parce que vous êtes quand même content d'être arrivé où vous êtes. Vous trouvez que vous êtes trop haut. Ça ne va pas sans une angoisse, sans toujours le vertige de dire « Aïe, ouille, je vais retomber ». Donc, c'est de ça que j'ai peur. Et puis, évidemment, alors là, on pourrait parler quand même de la vie matérielle qui est au cœur de la vie. Vous avez habitué vos enfants, vous vous êtes vous-même habitué à un certain confort et vous devez, enfin moi c'est mon, comment dirais-je, c'est comme ça que je vis ma responsabilité de père, vous devez de pouvoir toujours offrir ça. Et évidemment c'est directement lié à votre succès, à votre réussite. Donc évidemment je tremble. Mais tout ça, c'est dans votre tête, vous savez, parce que si mes enfants, tout d'un coup, on avait un niveau de vie un peu moins, donc si on baissait un peu certains conforts, matérialiste, franchement, je pense pas On parlait qu'ils en tout à l'heure souffriraient. de la mort. Est-ce que ça vous fait peur, la mort? Oui, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis fasciné par le mouvement de la vie, la force de la vie, qui, quand vous avez une angoisse de mort... Ce sont des mots, tout ça aussi. Oui, eh bien, la vie vient dans sa réalité, dans son mouvement, dans le fait que vous êtes vivant, balayez ça. Parce qu'au fond, c'est comme... Et cette angoisse-là de mort, elle n'existe pas? Pas réellement. Je m'aperçois que c'est comme l'huile et l'eau, si vous voulez. L'eau ne peut pas pénétrer l'huile. C'est une autre matière. Et même quand parfois vous avez... Alors, au détour d'un détail, hein, d'un mot dans un dialogue de film, vous prenez conscience de la mort, qui est quand même la chose la plus terrible au monde, vous vous apercevez que 15 secondes plus tard, la vie a repris le dessus. Vous êtes déjà en train de penser à qu'est-ce que vous allez dire demain au professeur de votre fille. La vie est là. La vie est toujours plus forte que tout. Oui, la vie est là. Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait une sorte d'imperméabilité entre la vie et la mort. On ne peut pas concevoir la mort. Merci beaucoup Jean-Christophe Granger pour ce partage lumineux, cette lumière intérieure. Je rappelle que oui, plus que votre roman, le dernier, oui, que je mais rappelle. Dans la vie, je suis plus lumineux que... C'est vrai. Les Promises, donc chez Albin Michel, 650 pages, un vrai thriller à qui est dévorer. haletant, effectivement un vrai page-turner, comme on dit, parce que jusqu'à la fin, voilà, il y a beaucoup d'inconnus, donc on a vraiment envie de connaître l'issue. Je n'en dirai pas plus. Un grand merci. Voilà, je vous remercie à vous derrière vos écrans et je vous rappelle que vous pouvez voir le replay de Lumière intérieure sur notre site internet rtotv.com.